La situation est grave en Colombie. La grève a commencé fin avril, mais les problèmes restent intacts et les solutions se font attendre. C'est l'une des plus grandes manifestations qu'a connu le pays dans toute son histoire. Comment en est-on arrivé là? Comment va-t-on s'en sortir? Quelles sont les solutions? Explication dans ce premier épisode de Que pasa en Colombia. Tener y comunicarle a la ciudadanía que lo que hoy pasó es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de la alcaldía, pero con mayor certeza. Y exigimos y mantenemos las garantías y solicitamos las garantías para poder ejercer nuestro ejercicio como defensores y defensoras de derechos humanos. A usted muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí está, son las declaraciones de Laura Fonseca, integrante. Dios mío, señor, ha salido esta mamita, por Dios, señor, no, qué tristeza, señor. No. Dios mío. Ay, Dios mío, no, vamos a dar por terminada esta transmisión, Ay, Dios mío, por Dios. Me matan a mí, me tienen que matar a mí me pegan un tiro también. ¿Dónde? Dios mío. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dans la vidéo que vous venez de voir, un direct à la télévision colombienne s'interrompt en raison des cris d'une mère qui vient de perdre son fils. À seulement 19 ans, Santiago Andrés Murillo a été tué par les balles de la police colombienne dimanche 2 mai 2021 à Ibagué, en Colombie. Il était simplement sorti manifester. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au 15 avril dernier, lorsqu'Ivan Duque, le président de la Colombie, a annoncé une réforme fiscale présentée comme le projet phare de son mandat. Ce projet a pour but de taxer les Colombiens dont le patrimoine atteint 1,35 million de dollars, imposer une TVA de 19% sur les biens et services élémentaires, comme l'eau et l'électricité par exemple, et diminuer de 1000 à 656 dollars le seuil salarial minimal pour devoir payer l'impôt sur le revenu. En gros, ce sont les classes moyennes qui trinquent. Évidemment, la réforme a été très mal accueillie par le parti de l'opposition, mais aussi au sein du parti qui est lui-même au pouvoir. Il faut savoir qu'en Colombie, qui est la 4e puissance d'Amérique latine, le taux de chômage est passé de 9,9% en 2019 à 15,8% en 2020. Le PIB a lui chuté de 6,8% l'année dernière. Et bien sûr, par-dessus tout ça, on rajoute le coronavirus qui laisse le système de santé totalement dépassé. On atteint même un taux d'occupation des lits de réanimation de plus de 95% dans toutes les plus grandes villes du pays. On assiste à une explosion sociale. La coupe est pleine pour les Colombiens qui décident, le 28 avril, de sortir manifester contre ce projet de réforme. Ils sont des dizaines de milliers dans les rues. Le problème, comme souvent, et on a eu nous-mêmes le cas ici en France avec les manifestations des Gilets jaunes, certaines manifestations des Gilets jaunes, c'est que ça finit par déraper. Entre les actes de vandalisme et les violences policières, je ne vous fais pas un dessin. Mardi 4 mai, l'ONU condamne fermement l'usage de la force par les autorités, notamment à Cali, où Marcelo Agredo, un jeune homme de 17 ans, est tué à bout portant. À Cali, la capitale du Valle del Cauca, les inégalités sont très fortes et s'aggravent encore. En 2019, le taux d'homicide y était presque 2 fois plus élevé que dans le reste de la Colombie. La ville est clairement l'épicentre des violences lors de ces manifestations. Le lendemain seulement de ce coup de gueule de l'ONU, à Pereira, Lucas Villa, un étudiant de 37 ans, manifestant de manière totalement pacifique, est abattu de 8 balles, tirées à bout portant lui aussi depuis un véhicule. Les conditions sont troubles, mais ce sont encore les autorités qui sont pointées du doigt. Entre le début des manifestations et le 14 mai, 87 cas d'attouchement, de menaces et de torture par des membres des autorités ont été enregistrés. Enfin, s'ajoute un problème, j'ai envie de dire historique en Colombie, les disparitions. Des centaines de personnes sont portées disparues et le chiffre s'alourdit un peu plus chaque week-end. Le pire, c'est qu'elles ne sont pas toutes recherchées. En fait, une guerre totale se déclenche entre les manifestants et les forces de l'ordre. Toutefois, il paraît évident que des dissidents des FARC, des groupes de la guérilla de l'ELN, des gangs et des trafiquants de drogue se mêlent aux protestations de manière agressive.
Dans les vidéos qui suivent, vous allez voir des contestataires mettre le feu à des postes de police. Dimanche 2 mai, face à l'inefficacité évidente de ces mesures, le président fait marche arrière. Il demande au Congrès le retrait du projet et l'élaboration urgente d'un nouveau projet pour éviter l'incertitude financière. D'ailleurs, Alberto Carrasquilla, le ministre des Finances qui avait proposé la réforme, démissionne le lendemain. Mais ce n'est pas suffisant pour apaiser la colère de la rue. Des rassemblements continuent d'avoir lieu dans les principales villes du pays. Les protestations continuent. D'abord parce que le projet de loi n'est pas annulé, mais soumis à des modifications, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et puis, elles sont l'occasion d'élever la voix contre d'autres problèmes qui pèsent depuis trop longtemps, comme le non-respect des accords de paix, le chômage, qui tourne autour des 17%, le manque d'éducation, les violences policières, la pauvreté et l'assassinat de leaders sociaux notamment. En fait, ces revendications rejoignent celles qui avaient déjà donné lieu à des manifestations en novembre 2019 et septembre 2020. Du 8 au 10 juin, une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, s'est rendue en Colombie pour recueillir des témoignages et des informations sur ce qui s'est réellement passé pendant les manifestations à partir du 28 avril. L'exécutif n'était pas pour, mais les ONG ont poussé pour que ça se fasse. Pour rappel, Iván Duque, il y a quelques mois, accusait son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de crimes contre l'humanité devant l'ONU en raison de la répression de la police vénézuélienne contre les opposants et les marches étudiantes en 2017. Aujourd'hui, c'est lui qui est sous le feu des projecteurs pour à peu près la même raison. Au final, la CIDH a formulé une liste de 40 demandes au gouvernement colombien, axées autour du dialogue, de la négociation, de mesures sociales efficaces, de l'arrêt immédiat des violences policières et de respecter le droit de manifester. L'ESMAD, c'est la section de la police nationale chargée de la lutte anti-émeute, du contrôle des foules, des blocages et des expulsions. Elle devrait être le dernier recours pour gérer les manifestations sociales. Avant ça, il doit y avoir un processus de médiation avec la présence des autorités civiles par exemple, mais ça n'a pas été le cas. L'ESMAD a été déployée dès le début des protestations avec un usage de la force pas toujours justifié et souvent disproportionné. Le but, dissuader les gens de sortir dans la rue. L'ESMAD a été pointé du doigt par la CIDH. Les Colombiens exigent son démantèlement et une réforme de la police nationale. Voyons ensemble le projet proposé par le gouvernement. Primo, la création d'un vice-ministère de la Défense et des politiques de sécurité citoyenne. La CIDH avait pourtant recommandé de séparer le ministère de la Défense de la police nationale, comme c'est le cas dans la grande majorité des pays. En France, par exemple, elle dépend du ministère de l'Intérieur. Maintenant, tant qu'aucune mesure concrète n'est associée à ça, ça ne ressemble à rien de plus qu'à un changement cosmétique qui n'apportera pas de transformation majeure. Deuxièmement, une formation plus solide en matière de droits de l'homme. C'est une demande de la CIDH. En réalité, un secteur dédié aux droits de l'homme, comprenant une cinquantaine de bureaux, existe déjà au sein de la police. Malgré tout, ça reste l'entité qui viole le plus les droits de l'homme en Colombie. Reste à savoir ce que cette mesure apportera de plus à ce qui a déjà été fait auparavant. Tertio, une restructuration de l'instruction générale. Alors, encore une fois, qu'est-ce que Duque entend par restructuration? Ça, seul l'avenir nous le dira. Néanmoins, un changement est absolument nécessaire. L'inspection de la police est submergée par des milliers de plaintes, mais elle ne peut pas mener d'investigation sérieuse en raison d'un manque de personnel et de budget. Une seule fois dans l'histoire de la Colombie, un bureau autonome a été créé pour mener des investigations sur les plaintes et les dénonciations à l'encontre de la police.
C'était dans les années 90 et il a rapidement été démantelé à la demande des commandants de police. Et enfin, quarto, un changement d'uniforme. Pour l'anecdote, en Colombie, les policiers sont surnommés aguacates, les avocats, en raison de la couleur verte de leur uniforme. Désormais, grâce à la réforme du gouvernement, ils vont s'habiller en bleu. Alors ça peut ressembler à un changement superficiel, mais des études prouvent que la couleur bleue peut contribuer à améliorer l'image de la police. Malgré tout, il en faudra un petit peu plus pour que les citoyens reprennent confiance dans l'institution. Conclusion, attendons de voir, mais il est peu probable qu'un changement majeur s'opère au sein de la police colombienne. Ces propositions cherchent davantage à calmer la situation qu'à changer réellement le système. Il est évident que la politique du président Iván Duque ne fonctionne pas. Déjà, il a été élu en 2018 un peu par défaut, parce que les Colombiens ont voté contre Petro, son rival, et pas forcément pour ses idées à lui, ce qui pose déjà la question de sa légitimité. Et puis, son mentor, Álvaro Uribe, a été fragilisé ces derniers temps par plusieurs procédures judiciaires à son encontre. Également, Duque ne s'est pas rendu compte que depuis le démantèlement des FARC et les accords de paix signés en 2016, les revendications sociales sont passées au premier plan. Il n'a pas pris au sérieux les demandes de son peuple et au lieu de le soutenir pendant une période difficile accentuée par la pandémie mondiale, il lui propose une réforme fiscale. Du coup, les ministres ne savent plus vraiment à qui obéir. L'ancien président Álvaro Uribe gouverne dans son coin sans consulter personne. Par exemple, il a établi des contacts avec l'ELN pour la paix sans consulter l'entité responsable de ces démarches. Des groupes privés doivent s'armer pour se défendre eux-mêmes et fatalement, la violence s'agrandit. Selon certains sondages, la perte de prestige du gouvernement est estimée à 76%. Le dialogue n'a jamais réellement existé entre Duque et les manifestants. Le président attribue la violence aux guérillas, aux groupes terroristes et aux vandales. Il semble leur déclarer la guerre. Lorsqu'il est arrivé à Cali pour constater les dégâts des manifestations, sa première décision a été de déployer 7000 policiers, militaires et membres de la marine. C'est-à-dire que, selon Duque, pour faire cesser les manifestations, il faut faire taire les citoyens, pas les écouter. Les réunions qui ont eu lieu entre le Comité national de la grève et le gouvernement n'ont jamais rien donné. La Colombie a déjà dépassé la barre des 100 000 morts dus au Covid-19. C'est l'un des pays où l'on enregistre le plus de décès et d'infections quotidiennes au monde après l'Inde et le Brésil. Quelle influence a eu la grève dans ces chiffres ? Pas évident à déterminer. Il y en a une, c'est certain, mais il est quasi impossible d'évaluer réellement son importance. L'épidémie a coïncidé avec plusieurs mesures de réouverture économique et l'arrivée d'au moins 2 variants du Covid-19. En revanche, sur le plan économique, il n'y a aucun doute. Selon la Fédération colombienne des éleveurs de bétail, au total, les éleveurs colombiens ont perdu plus de 727 milliards de pesos. Le secrétariat de la mobilité de Bogota assure que la capitale devra dépenser près de 7 milliards de pesos pour réparer les 150 feux de circulation et les caméras de surveillance qui ont été saccagés. D'après le ministre des Finances et du Crédit public, chaque jour de grève coûte environ 484 milliards de pesos au pays. Le 14 juin, le ministère de la Défense révèle que depuis le début de la grève, le 28 juin, les forces de sécurité ont procédé à 1426 arrestations, saisi 52 467 armes tranchantes, 850 armes pneumatiques, 2034 armes à feu et 304 éléments explosifs. Le lendemain, mardi 15 juin, le Comité national de la grève annonce un arrêt temporaire des mobilisations, écœuré par le gouvernement colombien, totalement fermé au dialogue, et à sa politique répressive brutale. Pour certains, c'est un aveu de faiblesse. Ceux-là continueront les manifestations. D'autres suivent la décision du comité et lèvent les blocages pour laisser place à d'autres actions, notamment culturelles. Depuis cette annonce, le mouvement s'estompe assez nettement. Les manifestations en Colombie sont souvent comparées à celles qui ont eu lieu au Chili en 2019 et 2020, partie d'une augmentation des tarifs des transports publics. Le gouvernement colombien avait d'abord réagi violemment avant de céder à l'appel populaire et a convoqué une assemblée pour modifier la constitution en vigueur depuis l'ère Pinochet. L'écriture d'une nouvelle constitution a commencé le 4 juillet dernier. En Équateur, en 2019, les peuples autochtones s'étaient opposés à un décret qui supprimait la subvention de l'essence. Ils ont organisé des mobilisations et des blocages qui ont également donné lieu à de graves affrontements avec les forces de l'ordre.
Finalement, avec la médiation de l'ONU, le gouvernement a cédé et a abrogé un nouveau décret. Au Venezuela, en revanche, le régime de Nicolás Maduro ne plie pas face aux manifestations qui durent depuis 2017. Des affrontements ont encore lieu aujourd'hui. Maintenant, il y a une question que je me pose. Pour faire bouger les choses, une manifestation doit-elle nécessairement être violente ? Votre avis m'intéresse, donnez-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à argumenter un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et de lâcher un petit pouce bleu. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour savoir qu'est pas ça et ciao!